Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. La rivalité entre la Chine et les États-Unis sur le plan économique, est-ce qu'il y aurait une convergence de vues compte tenu de la situation au Proche-Orient, compte tenu de l'importance et du besoin éprouvé quant à la nécessité d'ouvrir le détroit d'Ormuz et la navigation maritime libre, saine et sauve. Il faut dire que le président américain Donald Trump et son homologue Xi Jinping ont exprimé jeudi, aujourd'hui, lors du sommet à Pékin, leur convergence de vues sur le fait que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert. Et selon la Maison-Blanche, le président chinois a exprimé son intérêt pour acheter davantage de pétrole américain pour réduire sa dépendance aux importations transitant par le détroit d'Ormuz. Et la Chine n'a pas évoqué un tel intérêt dans son propre compte rendu dans les discussions. Mais il faut dire que la Maison-Blanche a assuré que le président chinois avait exprimé l'opposition de la Chine à une militarisation, ça au moins ils sont d'accord, du détroit d'Ormuz et à l'instauration d'un péage. Donc plusieurs facettes de cette relation, nouvelle relation économique et de ce nouveau échange seront discutées aujourd'hui et débattues lors de notre rencontre. Il faut dire aussi que la rivalité économique entre la Chine et les États-Unis, exaspérée par une guerre au Proche-Orient, une guerre commerciale ouverte, redéfinit les équilibres mondiaux. Et sur un autre plan aussi, le président Xi Jinping a émis une sévère mise en garde à l'adresse de son homologue Trump sur le risque de conflit au sujet de Taïwan dès l'ouverture d'un sommet placé sous le signe de multiples tensions bilatérales et globales sur un modèle plus conciliant. Monsieur Xi Jinping a promis d'ouvrir davantage son pays aux entreprises étrangères, y compris américaines, et la Maison-Blanche, à son tour, a fait état d'une convergence de vues entre M. Trump et Xi Jinping sur la nécessité que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert. Et au dernier plan, nous avons la question libanaise. Les négociateurs israéliens et libanais se retrouvent à partir de jeudi à Washington, à quelques jours de l'expiration d'un cessez-le-feu qui n'a pas empêché Israël de poursuivre ses frappes, faisant des centaines de morts. Donc tous ces points et toutes ces facettes seront débattues ce soir par nos invités. Commençons par l'aspect plutôt économique, concernant la rivalité économique opposant la Chine et les États-Unis, exaspérés par une guerre commerciale ouverte. Ceci redéfinit les équilibres mondiaux. L'Union européenne oscillait entre l'alliance occidentale et ses intérêts économiques en Chine et qui se trouve à la croisée des chemins. Voyons les détails dans ce compte rendu. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a réellement débuté fin 2017 et début 2018 lorsque l'administration de Donald Trump a imposé des droits de douane substantiels de 30 à 50% sur les machines à laver et les panneaux solaires chinois. En réponse, cette dernière a imposé ses propres droits de douane sur 110 milliards de dollars d'exportation américaine et a mis en œuvre des politiques visant à renforcer ses chaînes d'approvisionnement nationales et à diversifier ses marchés d'exportation. Pendant le mandat de Joe Biden, les relations n'étaient pas améliorées, ce dernier ayant maintenu les tarifs douaniers, la liste noire du boycott des entreprises chinoises étant ainsi allongée. Malgré cela, la Chine a conservé un excédent global des produits manufacturés, bien que moins orienté vers les États-Unis. Parallèlement, la part de la Chine dans le commerce total des États-Unis est passée de 15,7% à 10,9% entre 2018 et 2024. Parallèlement, la part des États-Unis dans le commerce total de la Chine a également baissé, passant de 13,7% à 11,2% sur la même période. En décembre dernier, United States Department of Commerce a imposé des restrictions à l'exportation contre les fabricants chinois de semi-conducteurs visant à limiter l'accès de la Chine
Chine aux technologies avancées. La Chine a répondu aux tarifs douaniers américains en imposant ses propres tarifs, soit environ 84% de tarifs douaniers sur 110 milliards de dollars d'exportation américaine dans les secteurs de l'aviation, de l'agriculture et du commerce de détail. Par ailleurs, la Chine cherche activement à réduire sa dépendance au marché américain. Ainsi, de 2018 à 2023, la proportion des exportations chinoises destinées aux États-Unis a diminué de 5 points, passant de 19% à 14%. En outre, la Chine a annoncé des mesures de relance budgétaire, notamment l'augmentation du niveau d'endettement des administrations locales et l'émission de 177,2 milliards de dollars. La guerre commerciale sino-américaine représente un fardeau pour l'Union européenne qui doit naviguer contre son alliance avec les États-Unis via l'OTAN et ses intérêts économiques. L'Union européenne se trouve dans une position particulièrement délicate car une rupture avec la Chine engendrerait de graves problèmes. En 2024, la Chine représentait environ 14,6% des importations de l'Union européenne, soit 10,2 points de plus qu'en 2000. Dès lors, l'Union européenne essaye de trouver un équilibre entre son appartement au camp occidental et celui de maintenir des relations économiques avec la Chine qui lui bénéficient dans une certaine mesure. En effet, l'Union européenne arrive à tirer profit de ses ventes en Chine qui ont compensé la baisse des exportations américaines dans le pays. En parallèle, Pékin profite du manque d'anticipation des pays européens sur leur ambition d'autonomie stratégique, interprétée comme un éloignement à l'égard des États-Unis. Et pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Tout d'abord, ce sommet opposant la Chine aux États-Unis à ce moment précis, comment le voyez-vous? Alors, je trouve que ce n'est pas une simple visite ou une rencontre diplomatique protocolaire entre deux grandes puissances, mais nous sommes face maintenant à une tentative de redéfinition des équilibres internationaux. Vraiment, le contexte ici mondial est extrêmement tendu, comme on le sait. Alors, il y a des tensions militaires partout dans le monde. On peut parler en Asie, la crise de Taïwan, certainement la guerre en Ukraine avec la Russie, le dossier iranien, les tensions du Moyen-Orient en général, sans compter les guerres économiques et technologiques et les compétitions pour l'énergie et les chaînes d'approvisionnement. Alors, je veux dire, chaque échange entre Washington et Pékin dépasse largement le cadre bilatéral et certainement il influence directement la stabilité économique et sécuritaire même du monde entier. Dans quelle mesure, Monsieur l'ambassadeur, cette rencontre est susceptible d'affecter d'une manière positive ou négative la stabilité économique mondiale? C'est-à-dire quels sont les résultats qui peuvent affecter cette stabilité? Alors, il y a des dossiers qui sont très sensibles pour les deux superpuissances. Moi, je pense que je ne crois pas qu'on aura quelque chose d'extraordinaire pendant ce sommet, malgré tous les médias qui sont engagés là-bas pour analyser chaque mouvement. Tout simplement parce qu'on a une ligne rouge taïwanaise qui vient d'être déclarée d'une manière très forte et très sévère, celle du dossier de Taïwan. Je trouve que c'est un dossier qui a été certainement un des plus sensibles de cette rencontre. Certainement, les États-Unis veulent toujours continuer à armer Taïwan. De son côté, les Chinois empêchent, ne veulent pas cela. Les États-Unis ne veulent pas une opération militaire chinoise contre l'île et préserver leur présence stratégique dans la région de l'Indo-Pacifique. C'est quelque chose de très important pour la présence américaine.
parce que cela lui permet aussi de continuer à protéger ses routes commerciales et certainement sécuriser l'approvisionnement mondial d'un produit qui est très important, celui des semi-conducteurs. De l'autre côté, certainement les États-Unis cherchent à trouver avec la Chine une solution pour la fermeture de l'étroit d'Ormuz et la guerre iranienne entre autorités, notamment que la Chine est connue pour être un allié stratégique de l'Iran, et cela un peu va heurter les choses. Alors il y a plusieurs points de pression de chacun des deux pays, et il y a aussi beaucoup des enjeux pour chaque pays dans cette situation. Ce qui va empêcher à vraiment trouver une solution, parce que chacun a des points sur lesquels il ne peut pas se dépasser. Et ici vient la difficulté de cet échange entre les deux leaders et entre les deux pays, mais cela ne veut pas dire que c'est une perte globale. Certainement, il y aura des points entendus, notamment sur le dossier économique, dont les deux cherchent à développer leur propre économie à travers leur coopération avec leur adversaire. Monsieur l'ambassadeur, au début de la crise au Proche-Orient, la guerre contre l'Iran, la Chine a adopté une position plutôt, je ne dirais pas neutre. On savait que la Chine était plus en faveur, évidemment, de l'Iran, mais la Chine s'est abstenue de toute réaction. Et maintenant, la Chine a décidé de jouer, entre guillemets, avec les États-Unis. Comment voyez-vous cela? Je ne trouve pas qu'il y ait un grand changement dans la position chinoise. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé que les deux leaders se sont mis d'accord sur la nécessité que l'Iran n'obtienne aucune arme nucléaire. Mais ça, c'était la position chinoise dès le début. D'ailleurs, même l'Iran n'a jamais parlé de son besoin d'acquérir une arme nucléaire. Alors, sur ce point, par exemple, c'est une répétition d'une position chinoise déjà révélée auparavant. Il n'y a rien de nouveau ici. Mais je veux dire qu'en même temps, la Chine respecte la souveraineté de l'Iran. Elle aide l'Iran d'une manière plus ou moins clandestine. Et moi, honnêtement, en tant qu'analysateur, je ne trouve pas une raison pour cela. Je veux dire que l'Iran n'est pas un pays qui est sanctionné par les Nations Unies. Ce sont les États-Unis qui ne veulent pas armer l'Iran. Et malgré cela, la Chine, quand elle essaye d'aider l'Iran, c'est d'une manière plutôt clandestine que d'une manière claire, telle que le fait, par exemple, les États-Unis en armement Israël. Alors là, je trouve qu'il y a un double standard, une double mesure en ce qui concerne ce dossier. Mais dans tous les cas, je pense que les deux leaders parlent d'une manière unifiée en ce qui concerne l'étroit d'Ormuz et la nécessité de le rouvrir pour la sécurité et les chaînes d'approvisionnement, notamment dans les matières pétrolières mondiales. Et le deuxième dossier, c'est celui des armes nucléaires iraniennes, que les deux leaders trouvent qu'il est impossible d'accepter que l'Iran acquiert une arme atomique. Alors, je trouve que sur ces deux dossiers, ils sont d'accord, mais sur les autres dossiers, il y a beaucoup de points de divergence entre les deux pays. Il y a beaucoup de points de divergence, mais aussi il y a un point de convergence au sujet de la nécessité de garder le détroit d'Ormuz ouvert. À votre avis, est-ce que les deux parties peuvent exercer une pression sur l'Iran? Je pense que oui, ils peuvent exercer sur l'Iran. Les États-Unis le font déjà depuis quelques semaines d'une manière très brutale, et la Chine peut-être avec un moyen plus délicat, plus diplomatique, essaye de convaincre l'Iran que ce n'est pas dans son bien-être de continuer avec la fermeture de l'étroit d'Ormuz. Mais n'oublions pas que c'était le blocage des États-Unis qui a commencé après l'arrêt des batailles militaires, après le cessez-le-feu. C'était les États-Unis qui ont déclaré au début la fermeture de l'étroit d'Ormuz, et les Iraniens l'ont suivi. Alors, une fois que les États-Unis ont trouvé qu'ils se sont fait mal à eux-mêmes, alors ici, ils ont demandé à l'Iran de rouvrir, mais certainement l'Iran a senti sa puissance
et son influence sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et du coup, alors, ils ont continué à faire cela. N'oublions pas que cette guerre n'était jamais une demande iranienne. Ça a commencé par une frappe préventive, telle qu'on le déclare toujours, israélienne, et ensuite américaine contre l'Iran, et qu'ils ont fermé toutes les portes à des négociations, et maintenant l'Iran utilise tous les moyens qu'elle dispose, parce que militairement, l'Iran ne peut jamais gagner les États-Unis et Israël ensemble, mais elle a quand même des cartes à jouer, elle a quand même des atouts qu'elle peut utiliser, tels que les croix d'Ormuz, et c'est pour cela qu'elle les utilise. C'est une guerre, et l'Iran veut défendre. Et je trouve que d'ici vient le sentiment iranien qu'ils ont réalisé une victoire, malgré que militairement, ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont quand même des cartes diplomatiques et politiques qu'ils sont en train d'utiliser d'une manière très forte pour alléger un peu la pression américaine et même des autres alliés qui essayent de convaincre l'Iran de céder au désir américain d'ouvrir les croix d'Ormuz sans lever les sanctions, sans redonner tous les argents qui sont bloqués aux États-Unis, aux Iraniens. Monsieur l'ambassadeur, en dépit de quelques points de convergence, il reste aussi un point important que vous avez mentionné au début de votre intervention concernant Taïwan. Dans ce contexte, le président Xi Jinping a émis une sévère mise en garde à l'adresse de son homologue américain sur le risque de déclenchement de conflits au sujet de Taïwan dès l'ouverture d'un sommet placé sous le signe de multiples tensions bilatérales. Donc, est-ce qu'il y a là une menace en dépit de ces échanges concernant l'augmentation des échanges en matière de pétrole et des convergences de vues sur d'autres points? Alors là, je trouve qu'en ce qui concerne la Chine et après la déclaration faite aujourd'hui, je trouve que Taïwan est illustré comme une ligne rouge absolue pour Pékin. Et je trouve que là, ils ont montré un ton très sévère, comme s'il n'y a aucune porte de négociation sur se rencontrer au milieu du chemin. Il n'y a pas de milieu de chemin. C'est un seul territoire national de la Chine, y compris Taïwan, et que c'est une question de souveraineté nationale. Peut-être même on peut ajouter que ça devient de plus en plus un enjeu identitaire. Mais en même temps, la Chine n'a pas l'intention, selon mon analyse, la Chine n'a pas l'intention de mener une guerre pour récupérer Taïwan. La Chine a bien appris la leçon qui était conduite d'une manière ou d'une autre par l'Occident en général pour impliquer la Russie dans cette guerre avec l'Ukraine de cette manière, de sorte à épuiser la Russie et à essayer de prendre toute son énergie pour cette guerre. Alors la Chine ne veut pas perdre son atout économique avec une guerre qu'elle trouve, qu'elle juge qui n'est pas vraiment nécessaire, et qu'il se peut qu'on peut arriver à une fin paisible si les États-Unis arrêtent d'alimenter l'indépendance ou le mouvement indépendant de Taïwan, et que cela peut se faire d'une manière paisible, telle que ça s'est passé avec le Hong Kong. Et on se souvient tous que Hong Kong était britannique jusqu'en 1997, avant la récupération de la Chine de ce territoire. Alors, il y a sûrement une solution, et que maintenant la Chine forte, la Chine économiquement puissante, peut toujours arriver à un résultat satisfaisant sur ce dossier si les États-Unis ne veulent pas jouer la carte politique en demandant de réaliser d'autres points en revanche pour satisfaire les désirs du président Trump. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, vous êtes l'ancien ministre adjoint auprès des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.